lecture. Je sais que ça fait longtemps que je vous en ai pas proposé sur la chaîne, mais j'avais très envie de proposer ces petites lectures que j'ai faites il y a quelques mois, dont je vous ai pas forcément parlé, et dont j'ai envie de discuter avec vous aujourd'hui. On va commencer avec le premier livre qui est Phobos 4 de Victor Dixon, qui est donc un livre de science-fiction, jeune adulte, je trouve parfois jeunesse pour le manque de profondeur de certains personnages, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, et la facilité parfois avec lesquelles les choses se déroulent. Ce qui pourtant n'est pas forcément une caractéristique des livres jeunesse, mais bon, peu importe. C'est aussi le quatrième et dernier tome de la saga, et très clairement, si vous aimez la science-fiction, c'est le genre de livre où il faudra pas non plus trop vous appuyer sur les faits et la véracité des faits scientifiques et médicaux, ou en tout cas leur crédibilité, parce que très clairement vous risquez de vous arracher les cheveux. Je vous mets en garde si vous aviez envie de tenter Phobos et de vous dire ouais c'est ultra crédible. Non, c'est pas le cas. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de Phobos, globalement ça commence avec les États-Unis qui ont fait faillite, toutes leurs institutions sont à vendre, dont la NASA. La NASA va donc se reconquérir en espèce de mix de télé-réalité et de conquête spatiale, principalement de conquête martienne, puisqu'on va envoyer 6 jeunes adultes filles et 6 jeunes adultes garçons dans l'espace, et le but du jeu c'est bien qu'ils tombent amoureux au fur et à mesure de leur voyage pour Mars, et qu'ils puissent habiter Mars et y faire les premiers bébés martiens. Voilà pour l'histoire globalement de Phobos, qui personnellement était tellement what the fuck que ça m'a donné très envie de la lire. J'ai apprécié lire les tomes 1, 2, 3, et forcément je voulais lire le quatrième, même si très clairement c'est mon gros plaisir coupable, parce que il n'y a rien de crédible là-dedans, mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez, hein, on a ses faiblesses. Je tiens aussi à mettre en garde que je n'attaque personne qui adore Phobos et qui le trouve ultra crédible. C'est mon avis, je reproche pas votre avis. Donc j'espère qu'on restera cordial à ce niveau-là. La première chose que j'ai appréciée avec Phobos, c'est bien évidemment le divertissement, parce que c'est tout ce que je demande à Phobos, c'est d'être un livre qui va me divertir, me permettre de penser à totalement autre chose, qui va être un bon gros page-turner, et c'est ce que j'ai eu, parce que malgré la taille du livre qui est quand même assez balèze, et tous les Phobos sont globalement assez gros, ça se lit très rapidement. Il y a énormément de rebondissements dans ce livre-là, il y a de nouveaux arcs narratifs qui sont aussi sympas à suivre, il y a quelques longueurs et répétitions, mais franchement, à la fin de la journée, j'ai été satisfaite, j'avais eu ce que j'avais demandé, et c'est bien tout ce qui comptait pour moi. Ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est l'univers un petit peu immersif qu'on a toujours eu dans Phobos, hein. Il y a des illustrations au fur et à mesure du livre, des schémas par exemple, des navettes spatiales, vous avez des échanges aussi, et puis vu que c'est une télé-réalité, vous avez plusieurs points de vue qui vous sont proposés. Par exemple, vous allez avoir le point de vue d'un spectateur qui regarde, vous allez avoir le point de vue de la caméra qui est très neutre et qui raconte le point de vue de certains autres personnages, et dans celui-ci vous avez même un point de vue via YouTube par exemple, avec des commentaires et ainsi de suite. Donc c'est assez cool, ça c'est plutôt bien. Ça peut parfois être un peu perturbant parce que du coup vous avez vraiment plusieurs narrations différentes, et bon on peut passer de la première personne à la troisième personne, donc ça peut être un peu perturbant, mais ça passe plutôt bien, et moi j'ai bien apprécié ce côté immersif. Vous avez aussi une chose que j'ai bien aimée, c'est l'aspect écologique en fait qui est abordé dans ce livre-ci. En fait l'auteur aurait pu se passer de cet arc narratif là, très sincèrement, il aurait pu décider de faire certains rebondissements pour d'autres raisons, sans vous spoiler ou quoi que ce soit, hein, mais il va aborder l'écologie, le fait que eh bien, ça provoque pas mal de changements chez certains pays, chez certaines personnes, que ça met en détresse beaucoup de monde. Et c'est tout bête, mais j'ai bien apprécié que ce sujet-là soit abordé dans un livre jeune adulte, parce que clairement les personnes jeunes adultes sont concernées très fort par l'écologie, on est tous concernés par l'écologie, et ce sont celles qui à mon avis vont encore plus réussir à faire bouger les choses, puisqu'elles sont encore plus concernées qu'une personne de j'en sais rien, 70 ans, qui vivra peut-être pas toutes les conséquences néfastes de l'écologie. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien, donc merci Victor Dixon d'en parler. Évidemment, il y a des choses que j'ai reprochées à Phobos, notamment le côté complètement what the fuck et le manque de cohérence de son livre, parce que même si j'ai accepté dans les premiers tomes qu'il y ait eu des technologies, des avancées médicales importantes qui ont permis différents rebondissements et puis l'histoire tout simplement, ici se passent des choses beaucoup trop grosses. On est obligé d'accepter des choses qui ne sont vraiment pas probables, qui relèvent vraiment limite du fantastique à mon sens. C'est trop, en fait c'était trop. En fait c'était le genre de rebondissement qui vont vous provoquer un rire, voire un fou rire. Moi il y a des fois où je me suis dit non, il est pas allé jusque là, s'il l'a fait. Donc j'ai eu l'impression parfois de me retrouver devant un mauvais film de série Z de science-fiction. Voilà, c'est à ce point-là. Bon, c'est pas très grave, hein. J'apprécie beaucoup les éléments de science-fiction pas probables, comme par exemple les livres de zombies, j'accepte beaucoup de choses, mais à partir du moment où on donne des faits quand même un peu crédibles, un peu probables,
Et là on sortait vraiment du probable, voilà, là où les 3 premiers tomes pouvaient à la limite me faire accepter certaines choses. Ce qui m'a un petit peu gênée aussi, c'est le côté bâclé parfois de l'histoire. Alors le livre est très gros, il y a énormément de personnages à suivre, il y a beaucoup d'arcs narratifs à suivre, et forcément l'auteur peut pas se permettre de tous les terminer correctement, je pense. Du coup il y en a qui sont un petit peu bâclés, on n'a pas la fin, ou alors on a une fin assez rapide, on les survole, il y a des trucs importants où on aimerait bien creuser le truc, mais on n'ira pas dedans, on va devoir accepter ce que l'auteur nous dit et puis c'est comme ça. Et ça m'a un peu dérangée. Je me suis dit c'est quand même dommage d'avoir lancé plein de pistes pour au final ne pas toutes les terminer, même si ça peut être sympa de se poser des questions et d'imaginer une fin à soi. Et très clairement c'est ce que fait un petit peu la fin du livre. Moi j'ai pas aimé cette fin, elle est pas spécialement ouverte, je vous spoile rien là-dessus, mais elle est pas très crédible. Et elle vous laisse avec beaucoup plus de questions que ce que vous voudriez avoir, ce qui est un petit peu dommage avec ce livre-là qui essaye de vous faire crédibiliser des pistes scientifiques. Voilà. C'est ce qui m'a un petit peu dérangée avec Phobos, même si malgré tout j'ai quand même passé un bon moment avec ces livres-là. Donc si vous aimez un bon petit divertissement, vraiment pas toujours crédible, ça peut le faire. Malgré tout, faut accepter un peu la romance, c'est pas mon délire à la base, mais dans Phobos, écoutez, je l'ai plutôt bien accepté, à part le tome 2 où c'était trop pour moi. Mais voilà, si vous aimez ce genre de livre, ça peut être un bon petit divertissement pour vous. On passe ensuite à l'héritage des rois passeurs de Manon Fargueton, qui est plus ou moins le premier tome d'une saga de fantasy adulte. Je dis plus ou moins parce que déjà c'est pas une saga, il n'y a que 2 tomes. Et ensuite, techniquement, le 2e tome n'est pas une suite puisqu'il remonte plus loin que l'héritage des rois passeurs, mais va aussi vous raconter une partie de ce qui se passe dans l'héritage des rois passeurs, donc voilà, je vous conseillerais quand même de le lire en premier pour pas vous faire spoiler. Et je pense aussi que c'est un livre, même s'il est qualifié d'adulte, qui peut se lire totalement par un public jeune adulte, puisque de toute façon les personnages principaux sont plutôt jeunes adultes, et je pense qu'un jeune adulte peut quand même s'identifier largement à leur parcours. Pour l'héritage des rois passeurs, vous allez donc suivre principalement 2 personnages féminins, l'une qui est une princesse qui a fui son royaume globalement, et qui va être amenée à y retourner à la mort de sa mère, puisque dans ce royaume, enfin même d'ailleurs ce rénome, puisque c'est une reine, ce sont les reines qui ont en réalité le pouvoir, alors là pour le coup en façade un petit peu, mais ce sont les reines qui sont appelées à être les dirigeantes, et qui prennent en général pour mari un magicien, cette alliance entre la reine et les magiciens, et vous allez suivre donc elle qui va être amenée à retourner dans ce monde qu'elle a fui pour être une tueuse de dragons, ouais c'est quand même assez badass. Et vous allez aussi suivre une autre fille qui elle va être projetée un petit peu dans ce monde d'ombre, un peu malgré elle, après une espèce de catastrophe si vous voulez, et qui va devoir un petit peu être rattrapée par son passé et son destin, et qui va devoir se dépatouiller avec tout ça. Je vous en dis pas plus parce que je trouve que c'est pas mal de commencer ce livre en sachant pas grand chose, parce que personnellement j'ai été pas mal surprise. Première chose qui m'a énormément plu, c'est la narration de Manon Fargueton. Je trouve que sa plume est extrêmement fluide, extrêmement facile à lire, elle vous fait rentrer dans son livre en 2 minutes. Très sincèrement, je l'ai commencé, j'ai lu quelques paragraphes et c'est bon, j'étais dedans. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle va vous faire rentrer dans son univers fantasy avec tous ses codes, toute son histoire, toute sa complexité, très simplement. Elle va vous donner suffisamment d'informations quand vous avez besoin de les avoir, elle va les compléter au fur et à mesure de l'histoire quand ce sera nécessaire, et ce qui fait que vous allez vous retrouver avec un monde qui est crédible, bien foutu, très immersif, et que vous allez appréhender très facilement. Vous n'allez pas vous poser la question de merde comment celui-ci s'appelle, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Dieu, qui sont ces gens, quel est le nom de cette ville. Vous n'allez pas trop vous poser la question parce qu'elle va très simplement vous amener là où il faut, et que voilà, vous allez piocher les bonnes informations au bon moment. Et je trouve que c'est hyper agréable, notamment si vous n'avez jamais lu de fantasy, je pense que c'est une bonne première approche. En plus, c'est un très bon page turner, ça se lit super vite, honnêtement je crois que je l'ai bouffé en 2 jours tellement c'était bien. Donc rien que pour ça, rien que pour la narration, c'est vraiment très cool. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans l'héritage de Roi Passeur, ce sont les surprises que l'autrice vous propose, puisque qu'il s'agisse du début de l'histoire auquel je m'attendais absolument pas et dont j'ai pas envie de vous parler, puisque vous-même j'ai envie que vous soyez surpris si vous ne l'avez pas lu, que ce soit les autres rebondissements qui vont se passer durant l'histoire. J'aurais pensé réussir des fois à deviner, on a l'habitude à force de lire certains livres de voir certains schémas se reproduire. Ici ça n'a pas été le cas pour moi, je me suis laissée surprendre à tous les niveaux, qu'il s'agisse de l'organisation de ce monde, que ce soit les rebondissements, les personnages secondaires également. En fait l'autrice arrive à apporter très subtilement ces nouveaux arcs narratifs
sans que vous les voyiez finalement arriver, et puis quand ils se développent et qu'ils prennent un peu plus de corps, vous vous dites ah mais oui, c'était finalement assez logique, mais vous avez rien vu venir, et j'ai trouvé ça super intelligent. Ce que je me suis fait comme réflexion, c'est que si au départ on peut penser que c'est une espèce de livre de fantasy un petit peu classique, et ben au final c'est absolument pas le cas, puisque vous avez plein de ces petites nouveautés, de ce petit vent de fraîcheur je trouve qui souffle sur l'univers fantasy qu'a su créer Manon Fargueton. Donc très sincèrement, ça a été une très bonne surprise à tous les niveaux. Évidemment, ce que j'ai beaucoup apprécié avec Manon Fargueton, et je pense que ça fait de toute façon partie de ses engagements, c'est un petit peu la diversité qu'elle sait apporter, qu'il s'agisse des sexes des personnages, même si vous avez quand même les deux personnages principaux qui sont des femmes, vous avez un peu de tout évidemment, vous avez aussi des sexualités qui sont différentes, des morphologies qui sont différentes, des messages qui sont quand même assez engagés je trouve, même si ici c'est plus subtil que dans les illusions de Savloar. C'est quelque chose qui m'a plu parce que on peut quand même facilement s'identifier à ces personnages du coup pour ces différents profils qu'on va vous proposer, ces différents questionnements qui seront à la fois humains et puis en même temps dans un univers fantasy et assez épique. J'ai bien apprécié tout ça en fait, ça fait un bon petit mélange qui rend ce livre à la fois complexe et divertissant et auquel on peut s'identifier. C'était un bon petit cocktail magique. S'il y a un tout petit bémol que je pourrais apporter à l'héritage des rois passeurs, ce serait que je me suis pas vraiment attachée à l'un des personnages principaux. Je sais que ça peut totalement refroidir certaines personnes de pas s'attacher à un personnage principal. Ça dépendra totalement, je pense, de votre personnalité, hein. C'est très spécifique ça. Je me suis un petit peu attachée à ce qui lui arrive en fait au début du livre, tout simplement, parce que je me dis ah oui quand même c'est quand même gros ce qui se passe. Mais au fur et à mesure du livre, vraiment, je me suis assez détachée d'elle et j'ai préféré suivre le parcours de l'autre personnage principal. Bon, c'est pas très grave, je sais pas si c'est parce que j'étais pas dans un état émotionnel proche du sien et qui fait que de toute façon je m'y serais pas attachée. Peut-être qu'avec ce qui se passe dans ma vie en ce moment, peut-être que je m'y serais plus attachée, j'en sais rien. Mais voilà, je l'ai trouvée peut-être un petit peu trop forte entre guillemets et peut-être trop détachée par rapport à tout ce qui se passe, mais voilà, elle m'a pas plus touchée que ça et bon bah c'est un peu dommage, mais ça m'a vraiment pas empêché d'apprécier l'histoire dans sa globalité. C'est donc à mon sens un très bon livre pour commencer la fantasy parce que je pense qu'il est assez facile à suivre et je vous recommande évidemment très fort de lire la suite qui est donc Les Illusions de Savloar, qui est beaucoup plus gros hein, en comparaison, je vous montre ça, mais qui est absolument fabuleux. Voilà, je l'aime très fort, donc lisez-le vraiment à 3000%. Je tenais ensuite à vous présenter Ring de Koji Suzuki, qui est un livre d'horreur. C'est le premier tome d'une saga, je dis premier comme ça parce qu'en réalité le deuxième tome qui est sorti est le préquel de cette histoire et vous avez ensuite un troisième tome qui est la suite de Ring tout simplement. Vous connaissez peut-être déjà Ring avec les films, puisqu'il y a eu donc une série de films japonais qui ont constitué leur remake américain, et moi c'est comme ça que j'ai connu Ring au final. C'est donc un livre d'horreur, c'est pas le plus flippant si jamais vous avez peur des trucs très gore et très glauques, ça se lit bien, je pense que c'est assez accessible quand même, même si évidemment ça va vous provoquer des frissons, hein, sinon ce serait pas un livre d'horreur. Mais ça va, on va dire que c'est soft par rapport à d'autres trucs bien plus violents. Et je fais quand même un petit trigger warning sur la thématique des violences sexuelles parce que vous en avez dans ce livre-là. Si c'est donc quelque chose auquel vous êtes sensible, particulièrement sensible, je vous le recommanderais pas forcément. Voilà. Pour l'histoire de Ring, donc, on commence en fait dans cette histoire qui est donc assez différente du remake américain, avec en fait un journaliste qui fait plutôt la rubrique des chiens écrasés, si on va dire ça comme ça, et en fait il va lire 2-3 coupures de presse qui vont lui mettre la puce à l'oreille sur la mort de plusieurs adolescents qui sont morts dans des circonstances assez étranges et tous au même moment finalement. Et donc il va se dire tiens c'est bizarre, il va remonter un petit peu leur piste et il va tomber sur une histoire de cassette vidéo VHS pour les plus anciens comme moi qui savent encore ce que c'est, qui en fait quand elle est vue va provoquer votre mort dans les 7 jours qui vont suivre. Voilà, et c'est apparemment ce qu'ont vu ces adolescents, et donc ce journaliste va essayer de s'intéresser à tout ça. Évidemment qu'il va regarder cette vidéo, évidemment qu'il va se retrouver dans le caca, sinon ce serait pas un livre d'horreur, et vous allez suivre tout son parcours. Autant vous dire que j'ai vraiment bien apprécié lire Ring, bon déjà parce que c'est de l'horreur, mais aussi parce que malgré un rythme assez lent de l'histoire, franchement on s'ennuie pas une seule seconde et ça j'ai trouvé ça assez bien fichu parce que tout simplement vous allez vous mettre à la place du personnage principal qui va mener sa petite enquête, se poser des questions, suivre des pistes diverses et variées et en fait vous allez très facilement vous mettre à sa place et chercher avec lui, vous poser les mêmes questions et essayer de trouver des solutions à la situation pas très cool dans laquelle il se trouve et dans laquelle il est forcé de se trouver.
retrouver. Donc vous allez essayer de vous démener en fait à sa place également, ce que j'ai plutôt bien apprécié faire parce que j'aime bien être engagée dans une lecture. Et ici, c'est le sentiment que j'ai quand même retrouvé. Ce que j'ai vraiment aussi apprécié, c'est que j'ai vraiment été surprise par ce livre parce que tout simplement, moi j'avais pas vu la version japonaise de Ring, d'ailleurs je l'ai toujours pas vue. J'avais seulement vu le remake américain et très sincèrement, si vous l'avez vu, eh bien l'histoire est tout à fait différente. Dans Ring, vous allez vous faire surprendre à plein de niveaux parce que l'histoire se déroule pas du tout de la même façon. Vous avez des arcs narratifs qui y ressemblent et encore, on va dire que c'est juste une grosse ligne principale, mais les causes, les conséquences et tout ce qui va avec en fait sont assez différents, ce qui fait que j'ai bien apprécié en fait me laisser surprendre et découvrir en fait une histoire tout à fait différente que celle que je connaissais, qui m'avait donné envie à la base de la lire et qui au final m'a encore plus plu finalement que les films que j'ai vus. Bon, il y a assez longtemps, j'étais quand même assez jeune au final quand je les ai vus, j'étais même pas majeure. Mais voilà, c'était vraiment une bonne surprise de me replonger dans cette histoire d'horreur que je pensais connaître et qu'au final j'ai redécouverte ici. Ce que j'ai aussi bien apprécié, c'est cet aspect symbolique que l'on retrouve dans ce livre-là, cette symbolique un petit peu horrifique, les raisons pour lesquelles tout ce qui se déroule, font sens en fait. Il y a quelque chose d'assez logique qu'on ne trouve pas forcément dans les livres d'horreur, on va pas se mentir, souvent les méchants sont juste des gros méchants, les tueurs sont juste complètement psychotiques mais on vous explique même pas pourquoi. Ici, il y a une espèce de logique dans ce qui se passe, dans le pourquoi du comment, qui m'a plutôt plu à la fin du livre et qu'on trouve finalement assez rarement. C'est tout bête, hein, mais parfois j'aime bien trouver une crédibilité dans les causes, hein, c'est quand même assez logique, mais encore plus dans les livres d'horreur parce que c'est très rare. S'il y a un petit truc qui pourrait vous déranger au fur et à mesure de sa lecture, ce sera peut-être le personnage principal qui par moments est assez irritant, qui prend des décisions parfois un peu connes, hein, très sincèrement, où vous avez envie de dire mais sérieux mec, pourquoi tu fais ça? Tu sais très bien ce qui va se passer ensuite, tu sais très bien les conséquences qui vont avoir lieu. Mais bon, hein, vous n'êtes pas à sa place, vous pouvez rien faire d'autre à part découvrir son histoire. Donc voilà, il y a par moments où j'ai eu envie vraiment de mettre des claques au personnage et de lui dire non mais tu vas pas bien, t'as fait une connerie. Mais bon, ça c'est comme ça, à part vous énerver devant votre livre, vous pourrez rien faire d'autre, mais il peut très bien vous saouler, vous donner envie de faire voilà, je repose le livre et je veux plus te voir. Si vous recherchez donc une bonne petite histoire d'horreur, je vous recommande Ring. Moi je vais lire le préquel dans je pense pas trop longtemps, que je devais lire pour le Pumpkin Autumn Challenge et que je n'ai pas lu. Mais voilà, je vous recommande bien cette petite lecture pour passer le temps. Et on termine avec Orphelin 88 de Sarah Cohen Scully, qui est plus ou moins une suite de Max, qui est un roman historique qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, où vous suivez donc Max qui est un enfant en fait issu du projet Lebensborn, qui consistait à en fait créer la race aryenne parfaite, donc des hommes qui répondent à tous les critères, des femmes qui répondent à tous les critères nazis, qui font des enfants et qui créent donc des enfants typiquement parfaits pour cette guerre atroce. Voilà, vous suivez donc Max de son statut de fœtus jusqu'à ses 10 ans et vous pouvez en fait suivre les contradictions tout simplement de la philosophie nazie qui était évidemment extrêmement toxique et néfaste. Dans Orphelin 88, donc vous n'allez pas suivre Max, vous allez suivre d'autres enfants et en fait c'est un peu l'après-guerre, donc la guerre heureusement s'est terminée et vous allez suivre le parcours de tous ces enfants qui ont évidemment subi la guerre, donc que ce soit des enfants issus du projet Lebensborn, que ce soit des enfants qui sortent des camps, que ce soit des enfants qui ont tout simplement survécu hors des camps, dans les villes, dans les villages. Vous allez suivre un peu tous ces parcours d'enfants qui ont été brisés littéralement par la vie, par l'histoire et la cruauté humaine. Et bon voilà, c'est pas un livre qui met toujours de bonne humeur, mais que j'avais très envie de découvrir. Je tiens quand même à mettre en garde au niveau de cette histoire pour des thématiques assez dures, comme évidemment on va vous parler de mort, il y a des camps de concentration, vous avez quand même des affaires de violence sexuelle, hein, faudra pas se le cacher parce qu'il y a eu malheureusement ça aussi. Vous avez aussi des mentions de torture, enfin voilà, c'est quand même pas une lecture qui va vous faire rigoler, hein, très sincèrement. Mais qu'évidemment j'avais envie de faire puisque le sujet de la Seconde Guerre mondiale m'a toujours intéressée. La première chose que j'ai évidemment appréciée dans Orphelin 88, il s'agit de l'aspect historique de cette histoire, puisque tout simplement le point de vue des enfants est quelque chose qu'on a un petit peu moins dans nos livres d'histoire, même dans les romans de fiction qui tournent autour de tout ça. C'est moins mis en avant, ce que je peux entre guillemets comprendre parce que peut-être qu'on s'adresse à des adultes et on n'a pas envie de leur proposer un point de vue enfant. Mais je trouve ça important parce qu'ils ont vécu ces horreurs-là aussi, et on nous parle aussi assez peu du projet Lebensborn, des conséquences de ce projet, et notamment chez les enfants qui donc étaient
on leur a lavé le cerveau. Pour beaucoup, on leur a dit tu seras comme ceci, tu seras comme cela, qu'ils soient issus de parents ariens ou pas, puisque on vous parle de la germanisation des enfants. Donc c'est des enfants qui ont été enlevés en fait dans plein d'autres pays, à des parents qui étaient juifs ou qui ne l'étaient pas d'ailleurs, mais qui répondaient plus ou moins aux critères physiques ariens, c'est-à-dire qu'ils étaient, je sais pas moi, blonds aux yeux bleus, ils avaient la bonne taille, la bonne corpulence, et donc on décidait qu'ils allaient être récupérés pour ces projets-là, et donc on leur lavait le cerveau, on leur effaçait totalement leur histoire, leur passé, et on en parle très peu. C'est un sujet qui est très peu connu et qui évidemment a fait des ravages énormes, et je trouve ça très important de le mettre en avant dans des livres et de le faire connaître au plus grand nombre finalement. J'ai trouvé ça aussi intéressant parce qu'on nous montre ce qui a été fait pour rassembler ces enfants, pour les aider à se reconstruire, et ça aussi c'est quelque chose dont on nous parle pas souvent. On nous permet aussi d'aborder d'autres pays en fait, que la France et l'Allemagne qui sont souvent mises en avant, en tout cas dans les livres en français, même dans les films. On nous montre aussi d'autres pays, comment ça se passait ailleurs, comment les tensions en fait subsistaient dans d'autres pays, puisque évidemment, même si les nazis ont été effacés, déjà dans certains pays il y a une partie des Russes qui sont venus, qui ont aussi imprégné en fait de leur propre idéologie. Et c'est pas parce que les nazis sont partis que l'antisémitisme est parti aussi, puisqu'évidemment on a reproché aux personnes juives d'avoir provoqué cette guerre et d'être responsable de la mort de personnes non juives, ce qui était absolument pas logique, mais qui a été fait quand même et dont on vous parle ici, ce qui est assez glaçant mais important aussi à évoquer. Ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est la narration de cette histoire, parce que c'est un livre qui se lit malgré la difficulté des sujets abordés, assez facilement, assez bien, c'est assez bien expliqué aussi je trouve. Bon, je pense que le point de vue d'un enfant vous permet d'appréhender plus facilement certaines thématiques assez dures, parce que quand on est enfant on perçoit pas certains traumas de la même façon, parce qu'on n'a peut-être pas toute l'image, peut-être qu'on n'a pas tout le côté adulte, j'en sais rien, mais ça vous permet en tout cas d'appréhender certains faits plus facilement. Et c'est une lecture qui se fait très très vite. Très sincèrement, si vous avez le temps, vous pouvez la bouffer en une journée, même s'il fait quand même son petit nombre de pages. Oui, il fait quand même 430 pages. Une journée ou 2 jours, franchement, si vous avez bien le temps de lire, c'est clairement possible dans cet espace-temps. S'il y a quelques petits bémols que je pourrais apporter, ce sera peut-être que ce livre-là est un peu moins percutant, entre guillemets, que Max, là où Max avait un petit côté cynique, assez frappant, parce que c'est un enfant qui vous raconte ce qu'il vit de sa conception à ses 10 ans, et qui est pro-nazisme, hein. Il a été élevé comme ça, donc il va vous délivrer des messages qui sont assez violents, hein, très sincèrement. Ici, c'est un peu moins le cas, et ça peut être peut-être un peu moins marquant que ce qui aura plu, entre guillemets, dans Max, c'est-à-dire ce contraste entre les contradictions du régime nazi et cet enfant qui commence en fait à s'en rendre compte au fur et à mesure de son histoire. Ici c'est un peu moins violent parce qu'évidemment on va vous dire dès le début que c'est pas bien, et heureusement parce que c'est pas bien, mais voilà, c'est un peu moins marquant j'ai trouvé que Max là qui va vous bousculer. Ici il vous bouscule un peu moins mais il vous traumatise quand même, hein. J'ai aussi trouvé que parfois dans Orphelin 88 il y avait certains passages qui étaient un petit peu survolés par l'autrice. Alors c'est plus sur les aspects historiques, il y a des moments de l'histoire évidemment où vous voulez savoir ce qui arrive à tel ou tel personnage, comment ça va se passer et ainsi de suite. Vous n'aurez pas des réponses sur tous les personnages, ce qui peut être totalement frustrant, hein, on va le reconnaître. Malgré tout c'est assez cohérent avec l'histoire parce que y a plein de détails dont les gens n'auront jamais connaissance, et malheureusement ça fait partie de la brutalité de la vie. Mais il y a aussi certains passages historiques où on aurait aimé avoir plus de détails. Évidemment l'autrice ne peut pas vous faire un roman de 1000 pages là-dessus, mais parfois ça m'a frustrée, j'aurais aimé savoir pourquoi telle et telle personne se comportait comme ça, pourquoi les Russes agissaient de telle ou telle façon, pourquoi dans certains pays l'antisémitisme avait pris encore plus d'ampleur. Voilà, après c'est des choses que vous allez devoir creuser à votre niveau pour votre propre culture historique, mais ça peut être un petit peu frustrant je trouve. Parce qu'au final, dans Orphelin 88, on va encore finalement suivre un espèce de parcours initiatique, et donc le but du jeu c'est pas forcément de vous faire un roman historique le plus développé, même si très clairement il y a beaucoup de détails, mais plutôt suivre le parcours de ce personnage et comment il évolue, comment il se construit à travers ça, et pas forcément bien répondre à toutes les questions possibles, même si très sincèrement en tant que lecteur, c'est frustrant. Ce sera tout pour les livres présentés dans le cadre de cette update lecture. Je vais essayer de vous en faire un peu plus régulièrement avec tous ces livres qu'il me reste à vous présenter parce qu'il y en a beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu envie en fait de lire certains de ces livres, si vous les avez lus, aimés ou pas aimés. Évidemment, je suis toujours curieuse de le savoir. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!